OK, voici le 6e enregistrement. On achève, ça va quand même assez vite, hein? OK. Bon, pendant qu'il avance, le Thénardier regarde les larges épaules de l'homme et ses gros poings. Puis, ses yeux revenant à lui-même, retombent sur ses bras et ses mains maigres. Il faut que je sois vraiment bête, pense-t-il, de ne pas avoir pris une arme. Mais je veux savoir où il va. Il essuie le chiffon de papier de Fantine et les 1500 francs en poche. J'avais oublié de vous dire ça. Mais en tout cas, il y a un film qui existe, Les Misérables. C'est bien les différences, comme avec ce qu'on est en train de lire. Mais juste pour vous dire à quel point que Fantine était très désespérée, comme elle ne pouvait pas faire de l'argent, right? Elle faisait passer d'argent. Elle se prostituait. Puis à un moment donné, elle a vendu ses cheveux. Puis à un moment donné, elle était pour vendre ses dents. Elle était comme embarquée dans comme un wagon, quelque sorte, là. Puis le gars était pour y arracher ses dents, mais comme elle avait changé d'idée, juste pour vous montrer à quel point que c'est difficile pour les pauvres à cette époque-là. Je continue. L'homme amène Cosette dans la direction de l'Ivry. Il marche lentement la tête baissée. Le verre a fait tomber les feuilles et Thénardier ne les perd pas de vue, tout en restant assez loin. De temps en temps, l'homme se retourne et regarde si on ne le suit pas. Il entre tout à coup avec Cosette dans un quartier de bois épais, où ils peuvent tous deux disparaître. Le Thénardier marche plus vite. L'épaisseur du bois l'oblige à venir tout près. Il se cache dans les branches, mais il est vu. L'homme lui jette un regard, puis reprend sa route. L'hôtelier se remet à le suivre. Ils font ainsi 2 à 300 pas. Tout à coup, l'homme se retourne encore. Il regarde l'hôtelier d'un air si sombre que celui-ci juge inutile d'aller plus loin. Thénardier rentre chez lui. Il va pas savoir où ils sont. Le titre du chapitre 6 est vraiment intéressant. Le numéro 9, 430, reparaît. Si vous en souvenez bien, le numéro 9, 430, c'était le prisonnier à bord du bateau qui a sauvé l'autre, qui était en train de pendre, puis il a tombé dans l'eau, puis ils n'ont jamais été capables de retrouver son corps. Weird. Hey. Jean Valjean n'est pas mort. Oh my God! Wow! Quelle surprise! Après être tombé à la mer, il a nagé sous l'eau, jusque sous un bateau, où il a pu monter rapidement sans être vu et se cacher jusqu'au soir. À la nuit, il s'est jeté de nouveau à l'eau et il a touché terre assez loin au sud. Là, comme ce n'est pas l'argent qui lui manque, il a acheté des vêtements. C'est un hôtelier de Balaguier, bien connu alors de tous les condamnés de Toulon, qui les lui a vendus très cher. Puis, Jean Valjean est allé dans les Hautes-Alpes, en marchant le plus souvent la nuit, en se cachant toujours. On a pu plus tard savoir qu'il était passé dans l'Ain. Il est enfin arrivé à Paris. On vient de le voir à Montfermeil. Son premier soin, en arrivant à Paris, a été d'acheter des habits noirs pour une petite fille de 7 à 8 ans, puis de louer une maison. On le croit mort. Il l'a appris par le journal et cette nouvelle lui a donné un peu de paix. Le soir, même du jour où Jean Valjean a retiré Cosette de la maison de Thénardier, il rentre dans Paris par la porte de Monceau. Là, il monte dans une voiture qui le conduisait à l'observatoire. Il y descend, puis le conducteur prend Cosette par la main. Et tous deux, dans la nuit noire, par des petites rues, vont au boulevard de l'hôpital. La journée a été fatigante. On a mangé dans les bois le pain et le fromage achetés dans les hôtelleries. On a souvent changé de voiture pour faire certain que l'enseignant suit. On a beaucoup marché. Cosette, cependant, ne se plaint pas. Mais Jean Valjean s'aperçoit de sa fatigue. Il la prend sur son dos. Cosette, un bras autour de Catherine, l'autre autour du cou de l'homme, pose sa tête sur l'épaule de celui-ci. Elle s'endort. Jean Valjean arrive dans un quartier misérable et triste. Il s'arrête devant le numéro 50-52 du boulevard de l'hôpital. Il tire une clé de sa poche, ouvre la porte, puis la referme avec soin. Il monte l'escalier, portant toujours Cosette. Il la couche et s'assoit. Deux malheureux font un bonheur. Le lendemain, au petit jour, Jean Valjean est encore près du lit de Cosette. Il attend là sans faire un mouvement et la regarde se réveiller. Quelque chose de nouveau lui entre dans l'âme. Il n'a jamais rien aimé. Depuis l'âge de 25 ans, il est seul au monde. Il a fait tous ses efforts pour retrouver sa sœur et ses neveux. N'ayant pu les retrouver, il les a oubliés. Quand il a vu Cosette, quand il l'a prise et emportée, il a senti remuer son vieux cœur.
Le meilleur de lui-même s'est éveillé. Près du lit où dort l'enfant, il tremble de joie. C'est une chose bien douce que ce mouvement d'un cœur qui se met à aimer. Les premiers jours passent. Cosette, elle aussi, change. Elle était si petite quand sa mère l'a quittée qu'elle ne s'en souvient plus. Comme tous les enfants, elle a essayé d'aimer. Tous l'ont repoussée. Les Thénardier, leurs enfants, d'autres enfants. Elle a aimé le chien, mais il est mort. Après quoi, rien n'a voulu d'elle, ni personne. Aussi, dès le premier jour, tout en elle s'est mis à aimer. Ce vieil homme. Elle est heureuse comme une fleur qui s'ouvre. Il ne lui paraît ni vieux ni pauvre. Elle se trouve bien, de même qu'elle a trouvé la chambre. Pauvre chambre jolie. Jean Valjean a bien choisi sa maison. Personne ne devrait pouvoir le trouver. La fenêtre de la chambre qu'il occupe avec Cosette donne sur le boulevard. Cette fenêtre est la seule de la maison. Aucun voisin ne peut les voir. Pas plus de côté que d'en face. Le rez-de-chaussée sert à des marchands de légumes et de fruits. Plusieurs chambres occupent le premier étage ainsi que le grenier. Une vieille femme qui nettoie la chambre de Jean Valjean y habite seule. C'est elle qui lui a loué la chambre quand il s'est présenté le jour de Noël. Il lui a dit qu'il avait fait de mauvaises affaires, qu'il avait perdu son argent et qu'il allait venir habiter là avec sa petite fille. Les remarques de la vieille. C'est de la creepy, hein? Jean Valjean ne sort jamais le jour. Tous les soirs à la nuit tombante, il se promène, 1 heure ou 2, quelquefois seul, le plus souvent avec Cosette. Il suit les rues où il y a le moins de passants. Il va souvent à Saint-Ménard, qui est l'église la plus proche de chez lui. Quand il n'amène pas Cosette, elle reste avec la vieille femme. Mais c'est la joie de l'enfant de sortir avec le vieil homme. Elle préfère même sortir avec lui plutôt que de jouer avec Catherine. Il marche en le tenant par la main, en lui disant des choses douces. Cosette est très gaie. La vieille fait la cuisine et achète les provisions. Ils vivent comme des gens très pauvres. Jean Valjean n'a rien changé au meuble du premier jour. Seulement, il a fait remplacer par une porte pleine la porte vitrée de la petite chambre de Cosette. Et un bon feu brûle tout l'hiver dans la cheminée. Il porte toujours sa veste jaune, sa culotte noire et son vieux chapeau. Dans la rue, on le prend pour un pauvre. Il arrive quelquefois que de bonnes femmes se retournent et lui donnent un sou. Jean Valjean reçoit le sou et salue profondément. Il arrive aussi qu'il rencontre quelques misérables, alors il regarde derrière lui si personne ne le suit. Il met une pièce de monnaie dans la main du malheureux. Cela le fait connaître dans le quartier. La vieille portière s'intéresse beaucoup à Jean Valjean sans qu'il s'en doute. Sous la vieille, là, elle watch. Elle est un peu sourde, mais parle beaucoup. Elle a posé des questions à Cosette, qui, ne sachant rien, a pu simplement dire qu'elle venait de Montfermeil. Un matin, elle voit Jean Valjean entrer dans une des chambres inhabitées de l'étage. Elle le suit comme une vieille chatte et regarde dans 2 planches de la porte. Jean Valjean tourne le dos à cette porte. La vieille le voit chercher dans une poche et y prendre une petite boîte. Il en tire des ciseaux et du fil. Puis, il se met à découdre le bas de sa veste. Il en sort un morceau de papier jaune. Il le déplie. La vieille reconnaît un billet de 1000 francs. C'est le 2e ou le 3e qu'elle envoie depuis qu'elle est née. Ça se souvenez du papier jaune, right? Okay. Un moment après, Jean Valjean vient la trouver et il lui demande d'aller changer ce billet de 1000 francs. Il ajoute qu'il l'a reçu la veille. Comment? Pense la vieille. Il est sorti à 6 heures du soir seulement et les bureaux ne sont certainement pas ouverts à cette heure-là. Elle va changer le billet et raconter la chose à toutes les portières du quartier. Quelques jours plus tard, Jean Valjean, la chemise relevée sur le bras, scie du bois devant la porte de sa chambre. Cosette regarde le bois concis. La vieille voit la veste jaune accrocher un clou. Elle la touche et sent du papier. D'autres billets de 1000 francs sans doute. Elle remarque de plus qu'il y a dans ses poches non seulement des aiguilles, les ciseaux et le fil qu'elle a vus, mais encore un gros portefeuille, un très grand couteau et des cheveux de couleurs différentes. OK. Départ dans la nuit. Il y a près de Saint-Médard un pauvre toujours assis près d'un vieux puits. C'est un vieil homme de 75 ans qui dit des prières sans jamais s'arrêter.
Jean Valjean ne passe presque jamais près de cet homme sans lui donner quelques sous. Quelquefois, il lui parle. Un soir que Jean Valjean passe par là, ne pas Cosette avec lui, il l'aperçoit. L'homme, comme d'habitude, semble prier, penché vers la terre. Jean Valjean lui met dans la main un peu d'argent. L'homme lève les yeux, regarde attentivement Jean Valjean, puis baisse les yeux. Tout cela prend le temps d'un éclair. Mais Jean Valjean a cru le voir, un visage connu. Oh! Il recule, n'osant pas respirer, ni parler, ni rester, ni se sauver, regardant le pauvre qui a baissé sa tête, couverte d'un chiffon, et qui paraît ne plus savoir qu'il est là. Le pauvre a le même dos, les mêmes vieux habits que tous les jours. Ah! Pense Jean Valjean, je suis fou, je rêve. Cela n'est pas possible. Et il repart. C'est à peine s'il ose se dire à lui-même que cette figure qu'il a cru voir est celle de Javert, le policier. Le lendemain, à la nuit tombante, il retourne. Le pauvre est à sa place. Bonjour, mon ami, dit Jean Valjean en lui donnant un sou. Le pauvre lève la tête et répond d'une voix tranquille. Merci, mon bon monsieur. C'est bien le vieil homme qui est là tous les jours. Jean Valjean s'en va en riant. Ah, ça, dit-il. Est-ce que je vais rêver de Javert maintenant? Et il n'y pense plus. Quelques jours plus tard, vers 8 heures du soir, il est dans sa chambre en train d'apprendre à lire à Cosette quand il entend ouvrir puis refermer la porte de la maison. Cela l'étonne. La vieille qui habite seule avec lui se couche toujours à la nuit. Jean Valjean fait signe à Cosette de se taire. Il entend qu'on monte l'escalier. Le pas est lourd et sonne comme le pas d'un homme. Mais la vieille porte, de gros souliers, et rien ne ressemble au pas d'un homme comme le pas d'une vieille femme. Cependant, Jean Valjean éteint la lampe, puis envoie Cosette au lit, en lui disant tout bas, couche-toi bien doucement. Pendant qu'il l'embrasse au front, les pas s'arrêtent. Jean Valjean reste sans mouvement, le dos tourné à la porte. Au bout d'un temps assez long, n'entendant plus rien, il se retourne sans faire de bruit, puis il lève les yeux vers la porte. Il voit une lumière au-dessus. Sans encore un doute qu'il y a quelqu'un qui tient une lampe à la main et qui écoute. Quelques minutes s'écoulent et la lumière s'en va. Seulement, il n'entend plus aucun bruit de pas. Celui qui est venu écouter à la porte a dû ôter ses souliers. Jean Valjean se jette, tout habillé sur son lit, et ne peut fermer l'œil de la nuit. Je me demande qui que c'est. Weird. Ok, m'arrêter l'enregistrement.